On était 8, les 5 et les 3. D'accord, allez-y. Allez, devant ma collègue en bas. Merci. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Et donc, bienvenue pour cette croisière sur la Charente. Je pense que tout le monde m'entend bien. Parfait. Si vous avez un petit souci, vous n'entendez pas, vous nous faites signe. Donc, une petite croisière sur la Charente qui va nous emmener de Port-d'Envaux à Saint-Savinien. Et l'objet, c'est un peu le long de ce petit segment de la Charente. Vous savez, la Charente, c'est un long fleuve tranquille qui prend sa source dans les contreforts du Massif central. Elle dit Chéronnac, dans le département de la Haute-Vienne. Et puis la Charente va parcourir une petite partie du département de la Haute-Vienne, de la Vienne, pour venir en fait traverser, j'allais dire presque de long en large, le département de Charente, et dans le sens de la largeur, le département de Charente-Maritime. Nous sommes donc sur la partie qui est la partie aval de ce fleuve, qui a une caractéristique, ici, vous allez le comprendre, c'est un fleuve très doux. Sa caractéristique, c'est d'avoir très peu de pente depuis Cognac, donc une géographie assez particulière qui va nous faire parcourir des prairies basses. Et ce fleuve, vous allez le voir, il vient buter de temps en temps, il fait des méandres, et il va aller buter contre le plateau calcaire. Et c'est sur le plateau calcaire que vous allez pouvoir trouver en fait l'habitat que les hommes vont se fixer, et non pas sur le lit majeur du fleuve, les parties qui sont les parties inondables. Vu les précipitations qu'on a eues cet hiver, si vous étiez là cet hiver, je pense que vous avez vu à quel point ces prairies basses pouvaient être des éponges et finalement retenaient les eaux. C'est parfois assez impressionnant. Donc, je vous disais, nous allons trouver l'habitat sur les parties un petit peu plus hautes et surtout sur la partie calcaire. Bois qui remonte à la période préhistorique entre Cognac et Jarnac. Nous avons, pas très loin d'ici, des endroits où on voit que les Romains sont passés, puisque nous avons des substrats archéologiques à l'intérieur du fleuve. Maintenant, face au bateau sur la gauche, bien éclairé, un petit plateau et on voit des toitures couvertes d'ardoises. Vous avez là, en fait, la plateforme de l'ancien château de Taillebourg. Les demeures seigneuriales, et puis je veux dire qu'on va avoir un bel exemple, après la Révolution, d'autres demeures, des demeures plus bourgeoises, mais qui vont être ici mises en scène. Et on a un bel exemple avec le village de Port-d'Envaux. Port-d'Envaux, aujourd'hui, le territoire est associé à une commune. Mais finalement, Port-d'Envaux, au départ de son histoire, n'est qu'un hameau, placé ici en bord de Charente. Donc il va avoir une activité liée au fleuve. La partie, j'allais dire, qui est la partie plus officielle, se trouve à quelques encablures de Port-d'Envaux. Vous avez peut-être constaté, si vous êtes baladé dans les rues de Port-d'Envaux, que pour le chef-lieu de commune, un bourg aussi important, vous avez peut-être cherché l'église et il n'y en a pas. L'église est un petit peu au-delà. Elle est à Saint-Saturnin de Séchault, encadré, petit village encadré de 2 demeures seigneuriales, les logis de la prévôté et de la tour, chacun d'un côté de l'église. Finalement, l'implantation, qui est l'implantation médiévale, se trouvait à Saint-Saturnin de Séchault, et le bourg de Port-d'Envaux, lui, s'est constitué sur les bords du fleuve, puisque vous voyez que le fleuve vient buter sur une partie un petit peu plus haute, hors de portée ici des crues du fleuve. Donc le plateau calcaire est là, on a posé l'habitat, et finalement les gens qui ont posé l'habitat ici, eh bien, ont travaillé avec le fleuve. Ce fleuve, je vous disais, il va servir à transporter les hommes, certes, mais il va servir à transporter bien des marchandises. Il est en relation avec l'espace côtier, il est en relation ici avec une côte qui est une côte extrêmement importante. Il faut penser à la production que nous avions sur ce territoire côtier. La production de sel est extrêmement importante pour la conservation des aliments et qui va remonter pour aller irriguer les terres à partir de la Charente et de ses affluents pour desservir des villes telles que, évidemment, Saintes, Cognac, Jarnac dans une moindre mesure, Angoulême et même au-delà. Et donc, un commerce va très vite, c'est-à-dire un commerce qui va devenir de plus en plus florissant sous l'Ancien Régime, et notamment au XVIIe siècle. Le commerce est extrêmement important.
puisque nous allons avoir au XVIIe siècle un commerce qui va être un commerce associé à une ville qui vient de naître sur l'histoire de la Charente, qui est la ville de Rochefort avec son arsenal maritime. Et l'arsenal maritime demande toute une série de marchandises, alors certes des vivres, mais également on engouffre dans cet arsenal, on consomme un bois fou, puisqu'on construit des navires, plutôt des navires en bois, c'est le temps de cette marine en bois. Et puis il y a tout l'aspect vivrier, l'armement du navire. Donc le XVIIe siècle redynamise complètement le commerce sur le fleuve. Le XVIIIe siècle va continuer, bien sûr, l'arsenal est toujours là, mais on va aussi avoir des liens avec des villes portuaires qui font du commerce triangulaire. Vous savez, ce commerce qui va nous emmener jusqu'aux Antilles et faire ramener des matériaux à forte valeur ajoutée, tels que, évidemment, le sucre, le café, le cacao. Donc tout ça va transiter par le port de La Rochelle et les négociants vont les renvoyer à l'intérieur des terres. Et là encore, le fleuve Charente va servir donc à ces marchandises. Il faut donc imaginer un fleuve qui est parcouru de gabarres. À l'endroit où nous sommes, il y a un autre commerce qui va être important. Je viens d'évoquer un commerce très général que j'ai brossé avec un grand tableau. Vous avez un autre commerce dont on va avoir quelques traces sur les bords de ces quais. Vous voyez comment tout ça fonctionne. Finalement, nous avons une berge qui a été transformée ici en quai, puisqu'on a ramené quelques pierres, parce que nous sommes sur un plateau calcaire, qui est un plateau calcaire proche de sites d'extraction de la pierre, des fameuses carrières de Crasane, la commune qui est à côté. Quand on parle des carrières de Crasane, un peu plus loin, cette issue de carrière n'est pas complètement que sur la commune de Crasane, où vous trouvez les sites d'extraction de pierre également sur la commune de Port-d'Envaux. Donc les négociants ici vont en profiter. Finalement, les gens qui vont venir s'installer vont s'embourgeoiser. Et en s'embourgeoisant, ils vont évidemment faire en sorte de construire des maisons qui sont des maisons qui vont marquer leur rang social, leur richesse. Vous allez voir qu'à quelque part, on va parfois emprunter des fois à la noblesse un certain nombre de choses. En fait, ces maisons sont très intéressantes parce qu'elles sont assez peu perceptibles du côté de la rue. Vous savez, Port-d'Envaux, c'est un bourg. Comme en Charente, on s'entoure, on a des hauts murs, on les voit peu, et elles vont venir se tourner vers le fleuve. Ce qui, au cours de l'histoire, on en reparlera, n'est pas forcément évident. Je veux dire, on s'embourgeoise, on vient de passer un endroit, alors elles vont s'embourgeoiser, elles vont également se tourner vers le fleuve, mais accompagnant ces maisons, quand on peut, vous allez avoir des terrasses, vous allez avoir avec ces maisons des jardins, vous allez voir qu'on a toute une composition, et puis on a les éléments parfois du commerce. Alors, vous êtes en train de passer devant quelques-unes de ces maisons, et vous voyez que sur le quai, nous avons ici quelques pierres qui sont entreposées, et qui ont fait couler de l'encre et de la salive, parce qu'elles sont étonnantes, ces pierres. Parce que la pierre en général que l'on débite, vous savez, sont des gros blocs de pierre qu'on va retravailler, tailler, couler sur les gabarres. Celles-ci, si vous avez bien remarqué, elles sont déjà en fait moulurées. Elles ont déjà des éléments de sculpture et comme si elles étaient en fait des pierres, d'éléments de démolition. Et on ne sait pas trop d'où elles proviennent, mais c'est pas impossible que nous ayons des pierres qui ont transité à un moment donné, qui sont restées là, mais qui proviennent de monuments en démolition. Voilà, ces maisons, vous les apercevez, donc on va les revoir au retour, je les recommenterai, vous allez en profiter, vous voyez bien en fait comment se constitue ici ce dialogue entre la rive, le jardin et la mise en scène petit à petit du fleuve. Les maisons les plus anciennes, elles ont le dos tourné vers le fleuve. C'est petit à petit que l'on va se tourner, on va mettre la façade principale vers le fleuve. Au départ, un fleuve. Un fleuve, c'est, je vous ai dit, un axe de communication. Alors je viens d'évoquer des temps qui étaient des temps paisibles, des temps de paix, mais en temps de guerre, c'est par là que l'on pénètre, que l'on avance beaucoup plus facilement parfois que par les routes. Et donc, au départ, le fleuve finalement constitue presque une menace. Ce qui fait qu'on essaye de se protéger et souvent la maison tourne le dos au fleuve. Si vous voulez, vous avez la façade qui va être la façade la plus austère, la façade qui va être d'autant plus que sur le quai ici,
vous remarquerez qu'on a un quai qui est plutôt tourné vers le nord. Là, on a une exposition qui n'est pas une exposition très ensoleillée. Et on va voir que dans le moment où les choses vont devenir plus paisibles, donc au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle et au XIXe siècle, on va voir un phénomène qui va être un phénomène d'inversion. C'est valable pour le bourg que nous avons ici. Donc on voit bien cette unité, comment tout ça s'est constitué. Alors avec des jardins, je vous en recommanderai un sur le parcours du retour, parce que aujourd'hui ce sont des jardins qui sont des jardins d'agrément, mais les jardins au départ, ce sont des jardins, vous avez quelques parterres qui accompagnent les grandes demeures. Il y a un petit parterre d'agrément, souvent qui va se situer dans la perspective de la maison avec des escaliers. Mais le jardin, il est aussi un jardin qui va être vivrier au bord du fleuve. Vous avez une partie qu'on va cultiver en jardin potager et une autre partie en jardin fruitier. C'est extrêmement important de bénéficier des fruits. Et l'entourage d'ailleurs joue, parce que très souvent ces grands murs vont pouvoir vous permettre de cultiver très souvent des pommiers, des poiriers surtout, qui étaient en espalier. Et ça va permettre de garder la chaleur et de faire mûrir les fruits. Donc il y a à la fois un accompagnement, je veux dire, qui est un accompagnement très esthétique, mais quelque part, il y a quelque chose de très pratique. Le bourg, ce bourru va s'arrêter. Ce bourru va s'arrêter. Nous sommes en train de passer dans une partie maintenant qui est une partie beaucoup plus champêtre, qui est une partie complètement privée. Et là, nous allons tomber au bout du bourru, face à un grand domaine. Vous commencez à apercevoir ici sur votre gauche des toitures, qui sont des toitures couvertes d'ardoise. Vous savez que l'ardoise n'est pas un élément, un matériau que nous avons dans le pays. L'ardoise, si nous l'avons le long de la vallée de la Charente, parce qu'on va la chercher du côté d'Angers, elle revient ici grâce au gabbard. Donc l'ardoise, c'est facile à mettre en œuvre sur des parties qui sont des parties fluviales, beaucoup moins à l'intérieur des terres. Si vous allez, quand on a des fortes pentes de toiture, si vous allez plus à l'intérieur du sud de la Saintonge, où vous n'avez pas de voie d'eau, on va trouver de la tuile plate. Là, vous voyez de l'ardoise. L'ardoise que vous voyez coiffe des grands bâtiments, mais assez austères, ce sont des dépendances. Ce sont les dépendances d'un domaine, d'un château, qui est le château de Panglois. Le bourg est ponctué ici. La commune de Port-d'Envaux est assez vaste et comporte toute une série de domaines qui sont d'anciennes seigneuries. Certains châteaux ont disparu, je pense au château de Gibran, il n'en reste pas grand-chose, mais nous avons encore un certain nombre de demeures seigneuriales. La plus imposante de celle-ci, vous allez le voir, est le château de Penloin. Vous apercevez, il va y avoir des endroits où on aperçoit un petit peu mieux. Vous avez une autre demeure importante, mais elle est beaucoup plus reculée, parce qu'elle est sur le plateau calcaire. Je vous ai dit, on bute sur le plateau calcaire à un endroit, donc en face, vous avez forcément des grandes étendues. Vous avez le lit majeur du fleuve. C'est
relevé du calcaire qui a été creusé. Vous êtes sur des sites de carrière. Je parle souvent de la pierre de Crasade, il y a aussi la pierre de Saint-Savinien, qui était assez réputée. Alors tout le monde n'est pas d'accord sur la qualité des pierres de Crasade et de Saint-Savinien, mais je ne vais pas lancer le débat ici. Pendant que je suis là, sur la droite de l'église, vous apercevez une petite tourelle qui est coiffée d'ardoise, un bâtiment un petit peu plus haut. Vous avez une résidence seigneuriale, qui est le petit château de la Cave. Alors qui est une maison privée, mais tout à fait intéressante, hein, ce petit château qui est sur le rocher. D'ailleurs on l'appelle la Cave parce que dessous, c'est un site de carrière. Si vous avez la chance un jour de pénétrer avec la visibilité de Saint-Savinien sous la cave, eh bien, vous apercevrez que tout est creux. Donc ce petit château, moi, il m'a toujours étonné parce qu'en fait, j'ai une petite résidence seigneuriale qui est placée dans les dépendances depuis le XIIIe ou XIVe siècle. Le logis que vous avez là, qui a sans doute été réduit en hauteur, qui était plus haut et sans doute couvert d'ardoise au départ, date du XVIe siècle. Et puis, il est ici englobé dans une petite fortification à la fois des XIIIe et début XVIIe siècle, avec une église aussi qui vous paraît assez massive, parce que c'est une église un petit peu plus importante, là relevée de Taillebourg. Donc église un peu plus massive, et dont le clocher, regardez, n'a pas la physionomie de ce que vous allez trouver habituellement en Saintonge. Donc je sais qu'il y a eu des grands débats, moi je vais vous livrer, je ne suis pas spécialiste de cette architecture-là, je vais donc vous livrer un petit peu les diverses opinions. On a souvent cité ces clochers et ces massifs, qui sont des clochers avec des petits pinacles, et ce sont des clochers déjà de l'époque gothique. On les a associés en fait à des clochers qui auraient été construits sous l'occupation anglaise. Mais des grands spécialistes qui ont déjà enlevé cette architecture gothique, donc c'est absolument faux, c'est plutôt dernière opinion. La dernière opinion de la développe, nous disons que c'est une tradition qui est totalement locale. Donc, affaire à suivre, il y a un débat là-dessus, il n'y a pas d'archives, mais en tout cas, tout ça vous donne un caractère de bourg bien spécifique. Encore une fois, le pont que vous avez en premier plan, a remplacé un pont au XIXe siècle, c'était un pont en béton. Elle a le mérite d'être assez léger. Donc je vous disais qu'il y a une reconstruction, puisque le pont avait été ici, avait subi des dommages de guerre, donc reconstruction après la Deuxième Guerre mondiale. Voilà, donc, et je crois que vous avez aussi quelques détails si vous regardez bien. On voit l'association fleuve, regardez en partant, vous avez aussi des poulies qui sont associées aux petits bâtiments des maisons. Vous avez des poulies un petit peu partout. Donc on voit bien qu'elles sont associées, ces poulies, tout simplement, regardez, il y en a un peu partout. Elles sont associées évidemment au fleuve. Donc on voit bien que de toute façon, les propriétaires ici viennent travailler avec des marchandises et des gabarres. Le commerce est derrière. Alors tout cela est évidemment charmant par ce temps-là. Cette partie basse est une partie basse qui a été construite par les marchands, mais de façon téméraire. Au moment des grandes inondations, ce sont des parties qui ont les pieds dans l'eau. Très souvent, même si souvent, on dit toujours, les anciens savent ce qu'il faut, ils ne vont pas construire sur des parties qui sont inondables. Là, il y a un tel intérêt, une telle économie, finalement un tel intérêt avec ce trafic de gabarres, on est un petit peu plus en couture, un petit peu plus imprudent, on construit ici sur le bord, directement sur le bord du fleuve. Donc voilà, pour ce petit clin d'œil, dit avec des lumières là qui sont superbes ce soir, ce bourg de Saint-Savinien. Et je crois qu'avec, on voit maintenant très nettement avec l'exemple de Port-d'Envaux, je reviendrai sur Port-d'Envaux, je voudrais vous montrer de façon un peu plus précise quelques demeures à Port-d'Envaux au moment du retour, mais on voit très bien quel est le lien, finalement, le dialogue. Ce que vous ne voyez plus aujourd'hui quand vous parcourez ces bourgs, parce que la circulation automobile a rebattu les cartes. Là, quand vous aviez des bourgs comme ça, vous avez le petit parcours d'ailleurs que nous fait sur la Charente. C'est extrêmement intéressant. Vos gabarres, il faut que je vous dise un mot aussi des gabarres, parce que les gabarres, vous avez vu que notre chemin est assez tortueux, et que fatalement, ces gabarres, ce sont des bateaux à fond plat qui portent des charges, donc ils peuvent être très courts, parce que ces bateaux, elles servent notamment, on a évoqué des marchandises, j'ai évoqué brièvement le sel, on aurait pu évoquer évidemment le commerce des eaux de vie, qui est extrêmement important, et que l'on envoie dans
dans les pays étrangers, non pas sous l'Ancien Régime jusqu'en Asie, mais en tout cas, là, si vous regardez bien les noms des grandes familles de négoce, ce sont des familles, quand on a des familles comme Otard, Ency, Martel avec deux S, ce ne sont pas des noms qui sont des noms à consonance charentaise, mais plutôt anglo-saxonne. Donc on voit ça du côté des pays anglo-saxons. Dès le 17e et surtout au 18e siècle, donc il faut imaginer toutes ces marchandises, mais il faut imaginer aussi la pierre, qui est extrêmement lourde. Et évidemment, quand vous avez des bateaux lourds, le gabarier, il a un petit peu de mal à manœuvrer. Et comme il a du mal à manœuvrer, alors il a du mal à manœuvrer parce qu'en plus, nous avons ces méandres sur la Charente. Donc si vous mettez des voiles, ça va aller à un moment donné. Mais à un moment donné, en plus vous avez le courant. Allez, là ça va, on se laisse glisser sur le courant, là on va remonter. Et donc il y a beaucoup plus d'efforts à faire. Et donc ces gabarres, il fallait aussi, certainement, les sortir, les aller. Et donc vous avez en fait, encore aujourd'hui, même si ça ne sert plus, énormément de tradition de servitude sur les prairies qui sont en bord de Charente. Donc vous regarderez bien ces prairies en bord de Charente, vous avez des petites passerelles entre les prairies, vous avez des fossés, des passerelles, et quand les éléments sont clôturés, parce qu'on fait surtout d'élevage, vous avez perçu en partant pour d'en haut des vaches, et les jeunes vachettes, eh bien on va mettre une chicane. Ça veut dire que vous pouvez vous balader, les pêcheurs peuvent, et il y a encore une servitude sur ces prairies le long de la Charente. Mais il faut voir évidemment tout ça beaucoup plus entretenu donc pour pouvoir tirer ces gabarres. Un bon gabarier d'ailleurs, il s'est débrouillé avec des marchandises, s'il faisait de bonnes affaires, à l'aller et au retour. C'est-à-dire que si vous chargez votre gabarre du côté de Saint, du côté de Cognac, du côté de Jarnac, imaginez que vous ayez par exemple une commande, vous seriez à Cognac, une commande de... Et comment vous organisez pour faire des mouvements comme ça pour les soins? Là, il faut avoir le matériel déjà. D'accord. Donc ouais, tu peux Ouais, c'est moi qui font là, je me suis retiré. c'est quelle avec la association? Donc, on a fait la brocante. Ah oui. Qui sont des pavillons du XVIIIe siècle, et la maison, ici, avec ces pavillons, qui nous rappellent ce ouvert d'ardoise sur du château de Panlois. La seule chose, c'est que le privilège nobiliaire, c'était d'avoir des girouettes, il n'y a pas de girouettes. Mais finalement, on a pratiquement ici dans le bourg un véritable petit château, avec cette maison ici, qui est une maison opulente, avec cette pierre de taille. Donc ça c'est très révélateur, et vous allez le retrouver dans certaines autres demeures. Vous voyez que l'ardoise arrive, comment on va travailler un petit peu les choses, et notamment près de la Pompidou. Regardez précisément, on revoit ces toitures d'ardoise qui arrivent dans le courant du 19e siècle. Là, vous avez sur votre droite un très bel exemple de ces belles demeures du 18e siècle, plus simples, mais faites véritablement pour vivre avec un art de vivre derrière. Là aussi, en général, vous avez oublié. Et regardez, la structure du jardin était aussi très intéressante. Les terrasses, ce grand jardin qui fait face à la demeure, donc vous avez le parterre, mais on voit bien, là nous avons encore le jardin qui est entouré de murs, donc on se montre un petit peu moins, et on voit bien que dans la parcelle, vous aviez ici toute une série de graduations, et sur la gauche on voit des petits arbres qui sont héritiers, en fait, tout simplement, des jardins qui étaient les fameux jardins fruitiers. Et tout le monde a un peu la même chose, le même modèle. Ce qui est assez extraordinaire à Port-d'Envaux, c'est que vous naviguez finalement entre le XVIIe siècle, le XVIIIe siècle et le XIXe siècle. Et entre, évidemment, s'intercalent quelques rues de bourg de ce fameux village, qui, je vous le rappelle, n'était qu'un village, et non pas le centre d'une commune au départ. Et on voit bien ici comment l'activité liée au fleuve a finalement fait de ce village le cœur finalement de la vie communale. Si je voulais un peu
résumer tout ça, je vous dirais que l'église, entourée de ces deux logis seigneuriaux, finalement, que nous avons à 2 km d'ici, pas plus, à Saint-Saturnin-Séchaud, c'est finalement le bourg d'Ancien Régime, et puis que là, vous avez pratiquement un bourg neuf, hein, qui est né ici, sur ces bords de Charente, à partir du XVIIe, XVIIIe siècle, grâce au commerce. On va me couper le sifflet. Non, il faut que je fasse très attention, parler tout doucement, parce que de temps en temps, ça coupe. Et avec un véritable soir d'été, qui nous a manqué jusqu'à maintenant, mais bon, l'été, c'était le 21 juin. Donc, oh, mais vous savez, c'est normal qu'on ait de la chance avec le beau temps, c'est Véronique qui commande le beau temps. Le bateau vous confirme. Je voudrais vous dire que la semaine prochaine, nous vous proposons une autre croisière sur la Charente. Donc, et puis, nous vous donnons rendez-vous. Nous vous donnons rendez-vous cet été pour des balades du soir, des petites du soir que j'ai l'honneur d'accompagner depuis déjà quelques années. Je crois pratiquement maintenant une dizaine d'années, le temps passe vite. Le 16 juillet, nous serons à Meursac. Les croisières que nous effectuons à commenter aussi en direct. Alors on n'a pas l'excellent chasse-bœuf à bord, c'est nous-mêmes qui faisons les commentaires sur l'histoire, mais aussi beaucoup sur la nature, messieurs, dames, au départ de Saintes à 10h30, tous les jours sauf le lundi. Après tous ces renseignements, vous avez des questions, nous sommes là pour y répondre. Bonne soirée à tous, messieurs, dames, et merci. On la récupère en bas, non. T'as pris mon pile, hein? Mon pile? En fait, pas Jacques. That's true. 'Cause everybody needs some run beat burning through the cold and dark. Heat going the long night. Repos. You might need somebody. You might need somebody too. You might need somebody too. You might need somebody. You might need somebody too. You might need somebody too. You might need somebody too. You might need somebody.